Je crains qu'un jour, les gens n'écoutent plus de K-pop, a déclaré Park Ji-won, PDG de HYBE, lors d'une interview accordée à Bloomberg News. Il a ajouté que certaines personnes s'inquiètent déjà de la chute possible de la K-pop, qui a connu une croissance exponentielle pendant la pandémie de 2019. Comme l'a dit Park Ji-won, la K-pop a renforcé sa présence mondiale au cours des 2 dernières années. Selon le service coréen des douanes, le montant total des exportations d'albums de K-pop s'élevait à 231,4 millions de dollars en 2022, ce qui est le chiffre le plus élevé jamais atteint. Il a plus que triplé depuis 2019, avant la pandémie, avec un montant total des exportations s'élevant à 74,6 millions de dollars. De nombreuses personnes sont tombées sous le charme de la K-pop pendant la crise sanitaire mondiale, car il y a eu un tsunami de contenu coréen sur les réseaux sociaux comme Twitter ou YouTube, alors que tout le monde était restreint de rester chez lui en raison de la pandémie. Mais alors la question que l'on peut se poser est pourquoi certains acteurs de l'industrie pensent-ils que la popularité de la K-pop est en déclin? Et pourquoi certains acteurs disent carrément que la K-pop va mourir? Mais avant d'approfondir le sujet, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de rester au courant de toutes les actus sur la K-pop, et nous, ça nous donne énormément de force. En fait, les experts estiment que l'absence temporaire du phénoménal boys group BTS est l'une des principales raisons. BTS est un groupe qui a changé la donne dans l'univers de la K-pop, et qui a accompli des exploits jusqu'alors inédits. C'est le premier groupe K-pop à occuper la première place du classement Billboard des principaux singles, ou encore à être nominé aux Grammy Awards, pour ne citer que ces 2 exploits. Récemment cependant, les membres du groupe ont commencé à révéler leur intention de commencer leur service militaire obligatoire, ce qui les empêcherait de se produire en tant que septuor pendant les 2 prochaines années à minima. Kim Do-hoon, critique musicale au Korea Times, a d'ailleurs déclaré « La K-pop connaît toujours son heure de gloire, comme en témoignent les ventes massives d'albums et les vues sur YouTube. Mais l'industrie de la K-pop doit se préparer pleinement à l'avenir, pour éviter d'être détrônée par d'autres genres. Si elle continue d'expérimenter et d'élargir ses horizons à d'autres domaines, tels que le métaverse, elle sera en mesure de gagner du terrain au fil du temps. » En fait, beaucoup de gens comparent la K-pop à la J-pop, et annoncent le même destin que cette dernière. Mais il y a des différences essentielles entre les deux. La J-pop a connu son apogée dans les années 90, grâce à l'émergence de stars de premier plan comme X-Japan, puis a continué à se développer avec les boys bands comme l'Arc-en-Ciel ou Arashi, et avec des girls bands comme Morning Musume ou AKB48. Mais aujourd'hui, son influence mondiale n'est pas aussi forte qu'auparavant. Kim Do-hoon précise que la J-pop s'appuyait fortement sur les fans japonais, alors que la K-pop a rassemblé des fans dans le monde entier, en utilisant les plateformes des médias sociaux. Les deux sont nés différemment et ont suivi des chemins différents jusqu'à aujourd'hui. Et il est vrai que la formule J-pop, tantôt kawaii avec des idoles, tantôt insolite avec des visual kei, ainsi que l'enfermement du business au seul territoire du Japon, a condamné la J-pop à ne jamais s'exporter correctement, malgré le fait d'avoir inspiré pour certains la K-pop. Comme Kim Do-hoon le souligne, la K-pop a dominé certaines des plateformes de réseaux sociaux les plus utilisées au monde. Par exemple, elle a généré 7,8 milliards de tweets en 2021 sur Twitter. De nombreux MV K-pop réalisés par des groupes tels que BTS et Blackpink ont également été visionnés plus de 100 millions de fois sur YouTube. Toutefois, selon Lee Hae-jin, professeur adjoint de communication à l'Université de Californie du Sud, la K-pop n'est pas encore très répandue aux États-Unis, qui est pour rappel le plus grand marché de la musique enregistrée au monde. Les groupes K-pop disposent d'un fandom énorme et influent qui fait grimper les ventes d'albums, mais il manque encore de popularité générale, dit-elle. De plus, la K-pop s'exporte aussi de plus en plus en Europe, comme le montre le nombre grandissant de concerts K-pop réalisés dans les plus grandes capitales européennes au cours des dernières années. Le nombre relativement faible de streams témoigne du manque de popularité générale de la K-pop, explique Lee Hae-jin. Lorsque je donne un cours sur la culture pop ou les médias, moins de 20% des étudiants s'intéressent à la K-pop. Cela démontre que la K-pop reste, toute proportion gardée, un marché de niche. Il est vrai que ce n'est pas une musique qui pourrait passer de manière naturelle et attendue dans des cafés en Europe ou en Amérique, contrairement à d'autres artistes internationaux. En ce qui concerne l'avenir de la K-pop dans le monde, Lee Hae-jin a souligné que BTS et Blackpink, les 2 plus grands groupes de K-pop à l'heure actuelle, sont les facteurs déterminants. La question de savoir si tous les membres de BTS pourront se réunir en 2025 et si les 4 membres de Blackpink renouvelleront leur contrat sont les 2 questions majeures qui peuvent donner des indications sur l'avenir proche de la K-pop.
Lee Hae-jin pense que la K-pop devrait continuer à viser le marché de l'Asie du Sud-Est. Selon elle, une bonne stratégie serait qu'un groupe K-pop se constitue d'abord un solide public en Asie du Sud-Est. Et puis lorsque le band sera reconnu internationalement avec un nombre élevé de vues sur YouTube par exemple, ou d'autres réalisations, il pourra alors peut-être susciter l'intérêt des Américains et des Européens également. Elle explique que l'industrie de la K-pop doit comprendre les fans internationaux, qui ont des exigences, des attentes et des intérêts différents des fans coréens. Dans un pays culturellement diversifié comme les États-Unis, la jeune génération s'attend généralement à ce que les célébrités parlent d'elles-mêmes et s'expriment sur diverses questions sociales, allant des droits de l'homme aux problèmes environnementaux. Ils ne sont pas comme les fans coréens qui veulent simplement que leurs chanteurs se tiennent à l'écart des problèmes et se concentrent sur leur musique. Je pense que ces différences devraient être soigneusement prises en compte pour que la K-pop puisse améliorer son profil sur la scène internationale. Kim, le critique musical, a ajouté que les sociétés de gestion de la K-pop devaient mieux s'occuper de leurs trainees et développer un système plus avancé pour mieux les accompagner avant leur début. De nombreuses personnes soulignent encore que les agences de K-pop ont trop de contrôle sur leurs chanteurs, en termes de musique et de vie personnelle. En effet, les labels de K-pop sont depuis longtemps réputés pour tenir leurs artistes, quel que soit leur âge. La majorité d'entre eux produisent de la musique et conçoivent des chorégraphies pour leurs artistes, tout en imposant une interdiction de sortir avec quelqu'un, ou encore d'autres formes de restrictions qui n'arrivent pas dans les industries du divertissement des autres pays. Ces pratiques ont incité certains critiques à qualifier les artistes de marionnettes et les labels de marionnettistes. Et on peut facilement faire le rapprochement avec la nouvelle génération qui débute de plus en plus jeune, et qui sont vierges de tout scandale ou de toute histoire amoureuse. New Jeans fait particulièrement écho à cette critique avec la récente controverse concernant Minnie Jean, qui entre autres aurait affirmé que les filles n'avaient pas leur mot à dire, mais devaient simplement se contenter de faire ce qu'on leur disait. Avant de passer à la suite, je voulais juste vous dire que si vous appréciez ce contenu, ça nous ferait énormément plaisir que vous preniez le temps de vous abonner et de mettre un like. Ce genre de vidéos nous prennent beaucoup de temps et avoir votre soutien nous motiverait à garder ce rythme. Allez, on passe à la suite. En fait, la K-pop, bien que de plus en plus acceptée par les internautes, rencontre un obstacle de taille, celle du regard des autres acteurs de l'industrie internationale. L'industrie est tellement codifiée, et certaines fois avec des critères tellement sombres, que des voix vont forcément s'élever contre le modèle K-pop. Aujourd'hui, des groupes tels que BTS et Blackpink percent à l'international, car a priori, rien ne vient entacher la popularité des groupes. Nous avons affaire à des adultes ayant travaillé dur pour en arriver jusque-là, et qui plus est, ont leur liberté de s'adresser tel qu'ils le veulent aux médias, de tenir un Instagram personnel, ou encore de rencontrer qui ils veulent. Mais maintenant, imaginons qu'un groupe comme Baby Monster perce à l'international. Alors l'opinion publique se questionnerait sur la protection des mineurs avec Chiquita qui n'a que 14 ans, et qui donc a dû commencer à 12 ans et subir un entraînement draconien de 2 ans à minima. D'autre part, l'exposition d'enfants au public, à la haine en ligne, ou encore la gestion du patrimoine des adolescentes seraient également des sujets débattus sur des plateaux américains ou européens. Les règles implicites du dating ban, l'obligation de la vie en dortoir ou l'interdiction des relations sexuelles sont quant à eux des restrictions qui vont à l'encontre des droits fondamentaux, pour lesquels les occidentaux se sont autant battus. Il y a fort à parier que de nombreuses associations élèveraient leur voix pour faire cesser la pratique de l'industrie de la K-pop, qui serait jugée déshumanisante. En tout cas, c'est ce que pensent des acteurs de l'industrie. De l'autre côté, c'est la question de la conformité du genre qui poserait problème. En fait, la K-pop est un genre bien unique, dans lequel se mêlent musique, chorégraphie, visuel et mode. Les idoles sont amenées à porter des vêtements, à afficher des styles ou des coiffures qui ont pour seul but l'esthétisme. Cependant, à trop se concentrer sur la forme, on en vient à oublier le fond. Certains labels font preuve de maladresse qui certaines fois ont été très controversés. Récemment, c'est le t-shirt de Chaeyoung qui fit polémique pour avoir affiché le sigle du groupuscule QAnon, connu pour être raciste, antisémite et complotiste. C'est un type d'erreur qu'il ne faut surtout pas faire quand on vise le marché international. Chaeyoung, qui fut victime de la styliste, a malheureusement à son tour été au cœur de la controverse pour avoir porté un t-shirt arborant la croix gammée. En fait, il y a une différence de culture très prononcée entre les pays asiatiques et occidentaux. C'est cet écart qui risque de ne pas être bien géré et qui pourrait créer encore plus de friction qu'il en existe déjà entre ces deux parties du monde. À cela, ajoutez les nombreux scandales d'appropriation culturelle qu'il y a eu, concernant notamment les tresses que certaines idoles ont portées, et vous avez là une situation ultra tendue.
C'est tous ces codes que l'industrie doit connaître, reconnaître et maîtriser pour espérer avoir un écho positif à l'international. En tout cas, le pari se veut compliqué et l'industrie part avec un très gros handicap sur son modèle existant. D'un autre côté, comme on l'a vu avec SM Entertainment, de nombreux investissements sont faits dans le multiverse. Des projets d'idoles fictives comme Navis, qui est issu du groupe Aespa qui a un univers très futuriste. De plus, des groupes complètement virtuels comme Mave font leur apparition avec un succès non négligeable pour une première au grand public. Ce modèle d'idole virtuelle rejoigne un système qui est déjà connu en Asie, celui des influenceurs virtuels. Plusieurs entreprises mettent en place des IA qui joueraient le rôle des influenceurs en fédérant un maximum de personnes derrière elles et en faisant la promotion de produits ou services comme le ferait une personnalité. Avec une technologie de plus en plus avancée, une possibilité de faire travailler les IA de manière continue, une flexibilité plus intéressante dans le cadre du droit du travail, certains pensent que les idoles virtuelles seront effectivement l'avenir de l'industrie. Une direction qui serait plus acceptée par le monde occidental que le fait de voir des mineurs se tuer à la tâche pour atteindre les standards souvent trop élevés pour devenir idol. En tout cas, le choc des cultures entre celle de l'industrie K-pop et celle de l'industrie musicale internationale est tellement différente qu'il se peut que le genre coréen ne soit pas du tout accepté dans le reste du globe. À ce moment, l'apogée de BTS et Blackpink resterait le seul exemple dans l'histoire où la K-pop aura dominé le monde. La seule issue serait que l'industrie de la K-pop change drastiquement pour y intégrer des éléments, un code et une déontologie plus universels. Mais dans le cas contraire, la K-pop se refermera sur elle-même et sera potentiellement critiquée par le reste du monde pour sa déshumanisation, son acharnement sur les jeunes idoles et sa course effrénée au profit. Mais pourquoi cela signerait la mort de la K-pop même en Corée ? Eh bien en fait, les moyens drastiques financiers déployés par les labels permettent un retour sur investissement qui est principalement dû à la vente d'albums, de merch et de places de concert. Mais pas seulement sur le marché coréen, mais surtout celui international. Mais imaginez la situation dans laquelle le marché international décide de ne plus consommer de K-pop, et que le genre serait livré à lui-même sur le sol coréen. L'industrie serait alors dans une crise sans précédent, car les labels devront continuer à faire des méga-productions et à conserver une qualité irréprochable pour espérer continuer à vendre en Corée. Sauf que coupés des recettes du reste du monde, les agences ne pourront pas rentabiliser leur band. À terme, c'est toute l'industrie K-pop qui disparaîtrait sous le poids des dettes. La K-pop a certes eu une explosion depuis peu à l'international, avec la popularisation de certains groupes comme Blackpink et BTS. Mais les nouveaux groupes K-pop qui débutent battent des records de plus en plus tôt, ce qui montre que le genre continue à attirer de nouveaux fans. De plus, les contrats sont également en train d'évoluer pour se défaire de l'image du contrat d'esclave qu'ont eu les premières idoles. Cependant, la vraie question est: est-ce que la K-pop comme nous la connaissons est une forme de musicalité viable ? Assistons-nous à une montée en puissance de la K-pop à travers le monde ? Ou alors est-ce que le système, qui est trop exigeant, s'écroulera sur lui-même et signera la fin du genre ? Que pensez-vous de tout ça ? Nous sommes curieux de lire vos opinions là-dessus. On espère que ce genre de vidéo vous plaît. Nous allons essayer de traiter de sujets plus globaux de la K-pop, en plus des actus habituels. Dites-nous en commentaire s'il y a d'autres sujets que vous souhaitez qu'on traite. Et si on vous a appris quelque chose, vous pouvez nous remercier en vous abonnant, en likant et en activant la cloche. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, on se dit à toutes et bye bye. 쉽게 뿌리, oh yeah, 뿌리